Les Russes ont bel et bien remporté plusieurs victoires dans la région de Lougansk. C'est ce que nous a confirmé Volodymyr Marinitch, qui est un élu de la région de Donetsk. Écoutons-le. Bon. Oui, effectivement, au début, la Russie avait un projet d'encercler, encercler du côté de Kharkiv, région de Zaporizhia, encercler le plus possible l'armée ukrainienne, tous les troupes ukrainiennes qui se trouvent dans le Donbass, région de Luhansk, de Donetsk. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, que l'armée ukrainienne fait pas seulement des contre-offensives, mais pas seulement défend, mais aussi fait contre-offensive. Évidemment, aujourd'hui, 90% de la région de Luhansk a été occupée par l'armée russe. C'est vrai, mais c'est pour cela, comme je répète, donc on a vraiment besoin, c'est un besoin urgent d'armement lourd pour pas seulement se défendre, mais aussi pour pouvoir mener des contre-offensives. Si on part de la semaine dernière, ce que l'armée russe a occupé Popasné, il se rapproche de la ville de Bakhmout. En réalité, la ville de Rubizhne, en réalité, il n'existe plus. Parce que la Russie bombarde les Lysychansk, Severodonetsk, les combats continuent, et nous, on entend tous les jours des canonnades, parce qu'on se trouve même à 50 km de cela, on entend que l'artillerie lourde. La situation est extrêmement tendue pour vous, si je vous suis bien. Vous nous dites que vous avez besoin d'artillerie lourde, de manière urgente, un armement lourd. Pourtant, les États-Unis, entre autres, ont annoncé une aide militaire conséquente pour l'Ukraine à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Cette aide ne vous est pas encore parvenue ? Oui, partiellement, évidemment. Partiellement de ces armements étaient déjà fournis et l'armée ukrainienne, justement, utilise ces armements. Donc, il y a des livraisons des armes dans la région de Kiev et on a vu que l'armée ukrainienne a pu réaliser une contre-offensive aussi de manière active. La région de Kharkiv aussi, on a vu des fournitures, livraisons des armes, mais aujourd'hui, tous les armements qui se trouvent sur le territoire de Donbass, la région de Luhansk et Donetsk, mais on manque vraiment dans notre région, notre direction, on manque beaucoup d'armements. Comme les militaires disent, il n'y a jamais assez d'armements. Il faut dire que l'armée russe reste toujours la deuxième armée du monde, et même s'ils ont les armements pas très sophistiqués, modernes, mais ils ont beaucoup d'armements, et ils ont donc la puissance de feu supérieure dans l'artillerie, donc les Russes, ils ont 5 fois plus de canons que l'armée ukrainienne. L'armée russe a 5 fois plus de canons que l'armée ukrainienne. Vous nous dites ce matin, on sait que votre territoire est la priorité de Vladimir Poutine en Ukraine. Est-ce que vous êtes préparé à perdre le Donbass? Est-ce que c'est envisageable pour vous? Ce qui se passe aujourd'hui, les troupes ukrainiennes mènent un combat défensif et je suis persuadé qu'avec tous les armements qui doivent être fournis des États-Unis, de l'Europe, nous pourrions pas seulement arrêter notre ennemi, nous pourrions aussi mener une contre-offensive. Et c'est pour cela, si des armements seront fournis d'une manière active, des canons, des systèmes de tir réactifs, je pense qu'en 6 mois, on pourra repousser l'armée russe sur les frontières qui étaient avant le 24 février. Interview réalisée il y a quelques minutes sur LCI. Comment analyser la stratégie des Russes sur le terrain dans Donbass? Bien, les Russes veulent s'emparer, bien sûr, du Donbass et comme ils n'ont pas suffisamment d'hommes pour le conquérir, parce que les Ukrainiens, depuis 2014, ont fait des positions défensives extrêmement fortes, c'est par l'artillerie qu'ils veulent briser la résistance des Ukrainiens. Alors, ils utilisent, comme les Ukrainiens, ce qui fait effet, ce sont des canons de 155 mm qui portent jusqu'à 40 km. Donc, l'idée des Ukrainiens qui se défendent, c'est de repousser les Russes
au-delà de 40 km pour que les villes ne soient plus bombardées. Alors, ils y réussissent parfois, comme dans la deuxième ville d'Ukraine, ils ont réussi à les repousser à 40 km d'un côté, à 20 km de l'autre. C'est ça à la frontière, en fait. À la frontière, oui. Xavier? Oui, c'est exactement ça. En fait, pour les Russes, il faut rapidement maintenant une victoire à afficher. Le moins difficile peut-être pour eux, ce serait l'oblast de Louhansk, avec cette ville de Sieviero-Donetsk. En fait, il y a deux villes. Il y a Sieviero-Donetsk et Lysychansk, qui sont deux villes jumelles, à peu près 100 000 habitants. Il reste 20 000 civils. Ils seraient entre 20 et 30 km, donc ils commencent à être largement à portée d'artillerie. Et ils ont en tout cas abandonné l'idée de fermer totalement, on voit la carte, de fermer la Nasse depuis Soumy jusqu'à Mariupol, où ils auraient pu enfermer une bonne partie de l'armée ukrainienne. Ils ont quitté le nord de Kharkiv pour redéployer du personnel justement dans cette attaque vers Sieviero-Donetsk. Mais ça va prendre plusieurs jours, hein. Les hommes sont partis hier, avant-hier, le temps qu'ils puissent reconstituer des bataillons et revenir sur le terrain. Et là, je pense que dans les prochains jours, on va assister à quelque chose de très important, sachant aussi que les Ukrainiens, de leur côté, commencent à avoir largement de quoi se défendre, puisque les fameux obusiers américains M777, ainsi que les canons César fournis par les Occidentaux, les César par la France, vont pouvoir, commencent déjà les obusiers américains, c'est certain, les César, j'ai pas la confirmation, à entrer en action sur le terrain. Pour les obusiers américains, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir des obus dits intelligents qui peuvent être guidés par GPS et donc frapper des cibles de manière assez précise. Il faut voir dans les prochains jours vraiment ce qui se passe sur cette ville très importante de Sieviero-Donetsk. Il nous reste quelques minutes seulement. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler de cette charge lancée par Moscou ce matin contre l'OTAN. Écoutez Sergueï Lavrov. Nos collègues de l'OTAN, sous le leadership des États-Unis, sont en train de violer leur obligation de ne pas défendre leur sécurité dépend des autres. Sur le plan pratique, quels sont les résultats de cette politique de l'Occident? Eh bien, c'était l'élargissement sans limite de l'OTAN vers l'Est. Nous avons mis des années pour essayer de prévenir que cela allait mal terminer, que toutes les promesses occidentaux ont été violées, que cela crée des menaces à notre sécurité. Nouvelle charge pour justifier la guerre en Ukraine. Nous n'avons fait que répondre à une agression. C'est ce que nous dit Sergueï Lavrov. C'est le narratif qu'ils utilisent depuis le début de l'invasion en Ukraine. C'était la justification de l'invasion, mais maintenant les paradigmes ont évolué, c'est-à-dire là où le 24 février 2022 l'OTAN était ce qu'il était, hein, une vieille organisation, parfois en difficulté d'organisation, obsolète et en état de mort cérébrale. Et en état de mort cérébrale, comme l'a dit le président de la République. Ce n'est plus du tout le cas. Grâce en tout cas à cause du comportement russe en Ukraine, l'OTAN a retrouvé ses couleurs, sa nouvelle jeunesse, avec même de nouveaux pays qui souhaitent y adhérer. Donc la Russie a produit des effets complètement contraires de ce qu'ils voulaient en tout cas obtenir ou ce qu'ils attendaient d'obtenir. Et donc on a une vraie problématique de ce narratif qui n'a en plus aucun sens. Il faut se le rappeler. Il y a à peine 9 km qui séparent la Russie de l'OTAN côté Alaska. Donc ça n'a jamais été un sujet. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui a été mis en avant ces derniers temps. C'est un faux prétexte. C'est très difficile d'être menaçant à destination d'un pays doté de l'arme nucléaire. Donc, combien même il y aurait des forces de l'OTAN à la frontière immédiate russe de tous les côtés de la Russie, personne n'irait attaquer la Russie parce que il n'y a pas de raison valable a priori. En tout cas, il n'y en avait pas avant l'invasion ukrainienne. Et puis c'est un pays doté, donc on est extrêmement vigilant à ne pas provoquer un pays doté de l'arme nucléaire. Donc ce narratif, encore une fois, est à destination de la population intérieure russe pour justifier, comme les justifications et les gesticulations que Vladimir Poutine a eues le 9 mai en disant
disant que c'était la seule bonne décision, la vraie. J'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Donc, un coup, c'est pour protéger les pro-russes, alors qu'on bombarde aisément les populations civiles dans la région du Donetsk, soi-disant celle où les civils devraient être protégés. C'est l'OTAN, c'est l'Occident qui est menaçant. C'est le retournement systématique, sauf que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que autant l'opinion publique russe pouvait être conciliante et entendre ces arguments auxquels elle a été préparée depuis plus de 20 ans, autant aujourd'hui, elle commence à être critique à ces arguments et ne pas les avaler tout cru. Et les Russes sont un peuple exigeant, pas forcément révolutionnaire, parce que depuis 1917, ils ont subi quand même beaucoup, mais un peuple exigeant qui peut demander des comptes dans sa façon pour montrer son opinion vis-à-vis du chef de l'État. Le mot de la fin avec vous, Patrick Martin-Génier. Oui, moi je trouvais que ce discours était complètement hors sol. Il a exprimé, il a à plusieurs reprises employé l'expression des violets. Il n'y a jamais eu de promesses faites par l'OTAN. L'OTAN est une organisation certes militaire mais purement défensive. Il y a l'article 1 qui dit qu'à tout moment on doit régler de façon pacifique les règlements internationaux. Et donc si effectivement la Suède et la Finlande souhaitent rejoindre l'OTAN, c'est parce qu'il y a véritablement un impérialisme russe. Et lorsqu'on écoute M. Lavrov nous parler de ses valeurs culturelles et dire qu'il est pour la démocratie, il est complètement hors sol, il instrumentalise effectivement le droit international, c'est un vrai mensonge, c'est un discours à destination de la population russe dont certains signes nous montrent aujourd'hui que Vladimir Poutine n'est pas nécessairement aussi soutenu qu'on l'avait dit, et il essaie de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale, car il a évoqué encore une fois la Chine et l'Inde. En fait, ils veulent continuer à dessiner une nouvelle architecture de la sécurité mondiale, et c'est son objectif, mais bien évidemment, c'est un discours structurant qui n'a pas changé depuis la guerre froide et l'Union soviétique. Merci à toutes et à tous pour vos analyses très précieuses. Dans un instant, vous retrouvez Christophe Moulin et Claire Fournier pour LCI Midi. Très bonne journée sur LCI.